Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. Face à son destin, le FC Metz n'a que deux solutions, d'après Benoît Tavenot, faire comme Le Havre ou comme Montpellier la saison passée. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Réponse en statistique. Ce week-end, déplacement périlleux pour les Grenats sur la pelouse d'un Paris Saint-Germain pas aussi souverain qu'il n'en a l'air. Retour sur ce choc des extrêmes avant match. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode du Graouli Mag. Sortez vos calculatrices pour aujourd'hui, il y aura des chiffres de partout. C'est un peu le conseil de classe du deuxième trimestre du FC Metz. À mes côtés, des professeurs de toutes les catégories confondues. J'ai d'abord à ma droite le prof d'histoire géo, Stéphane Barbiconi. Salut Aymeric, tu dis ça à cause de ma chemise, c'est ça ? Entre autres, tu verras, il faut suivre, il y a une DA tout le long de l'émission là. Ok, j'ai une petite idée de la matière de Yeni. Oui, parce qu'on a notre prof de PS qui surveille la VMA de tous les joueurs, Yeni Ngbakoto, le prof de PS, voilà. avec son petit chronomètre. Et t'as oublié ton sifflet, ouais. Il y a le sifflet, ouais, j'ai oublié dans les loges, donc ça va. Et à côté, on a le prof d'art plastique. Celui qui permet d'entrevoir tous les futurs possibles pour ce FC Metz. Arthur Carmier est avec nous. Ouais, je suis spécialiste en peintre. Salut Aymeric, salut à tous. Mais il va y avoir des choses à dire aujourd'hui, messieurs. On ne va pas perdre notre temps, on va commencer tout de suite avec le débat. C'est vrai qu'on reste après une défaite assez particulière pour le FC Metz face à l'AJ Auxerre. Et une question, et maintenant, que fait-on ? Alors avant de répondre à cela, on va déjà se remémorer la terrible série du FC Metz. C'est aucune victoire sur les 10 derniers matchs. Vous allez le voir en statistiques, 2 nuls et 8 défaites. Stéphane, on peut pas dire que le moral est au beau fixe statistiquement pour le FC Metz. La dynamique est catastrophique, hein, c'est vrai. On dit toujours que le maintien se joue avec une moyenne d'1 point par match. Et là, on n'est vraiment clairement pas dans les clous. Je crois qu'on a 0,6 points par match, donc qui est largement trop peu pour espérer quelque chose. Malgré tout, on est décroché. C'est vrai, on a 4 points de retard sur le premier barragiste parce que je considère qu'au-dessus, on aura beaucoup de mal à aller chercher les équipes qui peuvent se sauver directement. Mais il faut avoir en point de mire cette place de barragiste. Avec le goal average largement négatif, ça fait même 1 point de plus, donc 5 points d'écart. Avec un déplacement au PSG, ça fait beaucoup de points négatifs. D'autant plus, comme tu l'as dit, on a pris 2 points sur 30 possibles. C'est assez vertigineux. Et voilà. Mais il faut rester très concentré. Je me mets à la place des joueurs. C'est extrêmement difficile parce qu'ils sont sous le feu des critiques. On a changé de coach, on a changé un petit peu de philosophie. On perd 3-1 contre Auxerre à domicile, qui est aussi un mal classé. C'est pas le PSG, c'est pas Lyon. Et malgré tout, on a vu qu'Auxerre nous a surclassés. C'est une équipe qui est puissante, qui se projette très vite vers l'avant. On les a vus à 3, 4, 5 dans la surface des Messins en transition positive. Donc voilà, après, il ne faut pas se lamenter. La solution viendra de ce groupe-là, de cet entraîneur-là. Donc il faut serrer les rangs et puis croire encore que c'est possible, mais il faudra montrer évidemment d'autres choses dans l'agressivité, dans la rigueur tactique, dans la discipline, dans la volonté d'arracher le ballon à l'adversaire et de faire mal surtout sur les occasions qu'on peut se créer. C'est vrai qu'on dit après la pluie, le beau temps. Malheureusement, Moselle, la pluie a souvent tendance à rester un peu trop longtemps. C'est déjà le cas ces derniers jours au niveau de la météo, vous l'avez vu. Et malheureusement, on va demander à notre voix off préférée. En termes de statistiques, c'est pas prêt de s'améliorer. Salut Nathan. Salut Aymeric, salut tout le monde. Ouais, prenons un peu de hauteur avec cette statistique européenne. Avec sa 15e défaite de la saison, le FC Metz est la 3e pire équipe des 5 grands championnats, derrière Wolverhampton et Burnley qui ont respectivement 19 et 16 défaites. A noter que ces deux équipes ont joué 4 matchs de plus en championnat que le FC Metz. Mais on va tout de même essayer de trouver une petite éclaircie parce qu'on sait que tu étais devant ta télé pendant toute la semaine pour regarder ce qui se fait en Ligue 1, mais pas que. Effectivement, c'est peut-être un petit signe d'espoir, messieurs. Wolverhampton a réussi à accrocher Arsenal, qui est premier du championnat, donc peut-être avec Paris, on a une chance. C'est vrai qu'on peut peut-être trouver un peu d'espoir là-dedans ou pas, Yeni. La question est toute simple de ce débat. Maintenant, que fait-on quand on est à la place du FC Metz et qu'on est dans cette situation ?
Que fait-on? Je pense qu'il faut y croire, tout simplement. Si aujourd'hui, tous les joueurs dans leur tête, ils se mettent en tête que c'est fini, c'est sûr que ce sera fini. 4 points, c'est beaucoup, mais peu aussi à la fois, pour moi, je pense. Le calendrier, il est difficile. Je pense que Le Havre aussi a un calendrier qui est très difficile. Avant ce match contre Le Havre, on savait que voilà, ils avaient du mal à marquer, notamment en 2026. Et ils l'ont fait contre nous, malheureusement, c'est tombé au mauvais moment. Mais voilà, je pense que Le Havre va lâcher aussi des points. Et après le PSG, il me semble qu'on reçoit Brest, c'est ça, Brest. Donc, faut espérer justement un faux pas du Havre pour pouvoir recoller justement à cette place-là, parce que comme l'a dit Borby, en haut, je pense que ça sera difficile d'atteindre le maintien sans barrage. Le problème, je crois que Le Havre se déplace à Nantes ce week-end. Donc, Exactement. Il me semble, hein, donc si je préférais que Le Havre batte Nantes et puis enfonce Nantes pour qu'on puisse un petit peu. Attention à ne pas confondre vos élèves. On met Le Havre pour la saison dernière, mais on parle bien d'Auxerre pour le dernier match de championnat. Je vous expliquerai pourquoi on parle du Havre après. Vous allez comprendre, ça va très bien se passer. Arthur, on aime les statistiques ici ou pas? Parce que quand on regarde celle d'Optanalyse, visiblement dans la course au maintien, celui qui est le plus susceptible d'aller en Ligue 2, à notre grande surprise, c'est le FC Metz. Alors je ne sais pas comment les stats sont établis. Évidemment, il doit y avoir le classement, peut-être la difficulté des matchs restants, les statistiques, on va dire la dynamique primaires. Aussi. Ouais, dynamique, peut-être des stats avancées en termes d'occasion, enfin les fameux buts attendus, expected goals, et ça correspond quand même assez globalement à ce qu'on voit cette saison en Ligue 1, à savoir un FC Metz et un FC Nantes qui apparaissent comme les équipes les moins armées, aussi bien en termes de qualité de jeu que de... on a un ressenti quand même assez négatif quand on voit ces équipes-là. On se dit que le moindre événement peut faire craquer cette équipe en plein vol. On l'a vu lors du dernier match du FC Nantes. Celui du FC Metz aussi contre la Auxerre. Donc les statistiques sont sans appel. Moi je suis d'avis, alors c'est peut-être choquant, il n'y a peut-être que 4 points d'écart, mais foutu pour foutu, autant tenter quelque chose, autant essayer de faire la place aux jeunes. Il me semble qu'il y a une vingtaine d'années, Stéphane en parlera peut-être mieux que moi, il y a toute une génération de jeunes joueurs qui ont été lancés dans le grand bain pour sauver le club. On se disait à l'époque que c'était quasiment foutu pour l'FC Metz. Et miraculeusement, cette jeune génération, avec son insouciance, avec sa fraîcheur, elle n'avait pas ressenti tous les échecs de la saison, elle avait réussi à sauver le club. Donc. Le problème, c'est qu'il faut trouver cette génération. Nous, à notre époque, et tu veux parler de la génération Aubragnac, Beria... Avec Franck aussi, il me semble. Oui, avec Franck. Ils ont fait toute leur classe au FC Metz. Ils ont joué en moins de 15, en moins de 17, en réserve. Donc ils se connaissaient leurs qualités, le club connaissait leurs qualités. Donc ils nous ont apporté, et tu as raison, à peu près à cette période-là, une vraie plus-value, parce qu'ils n'étaient pas marqués psychologiquement, etc. Mais c'était un renfort de 4-5 joueurs qui se connaissaient. Aujourd'hui, là, on commente une situation qui, pour moi, a des conséquences bien identifiées. Et on en a parlé, et notamment l'absence de formation, l'absence de joueurs locaux, l'absence de matières premières, j'aime pas cette expression, mais de joueurs qu'on a sous la main pour concurrencer les possibles titulaires, mais pour possiblement éclore au plus haut niveau. Aujourd'hui, on a du mal à trouver aussi. Il y a un joueur par-ci, par-là qui peut aider l'équipe, mais c'est trop peu. Là, pour le moment, je pense que c'est un petit peu trop tôt pour lancer les jeunes, parce que ça ne serait pas un cadeau, il reste des échéances. Comme a dit Yeni, 4 points, c'est beaucoup et peu à la fois. Alors, si on a une dynamique positive, 4 points, ça peut se rattraper assez facilement. Compte tenu de notre dynamique, avec 2 points sur 30, évidemment que 4 points, on se dit comment on va prendre 4 ou 5 ou 6 points de plus que nos adversaires, parce qu'eux aussi vont progresser, alors qu'on n'arrête pas de perdre les matchs, et en plus avec une manière qui est, pas très bonne à domicile contre Auxerre. D'ailleurs, on se pose la question, certains supporters le mentionnaient sur les réseaux, est-ce qu'on assiste à un des
pire FCMS de l'histoire. Déjà en termes de points, ça l'est presque. On reviendra sur cette statistique juste après. Et c'est vrai que sur le papier, on ne s'attendait pas à ce rendement-là. Déjà en début de saison, c'est vrai quand on a vu le mercato, certaines arrivées. Mais là, force est de constater que la mayonnaise ne veut pas prendre. Pire FCMS, c'est cru, c'est dur, mais oui, c'est sûr qu'au vu de la saison, c'est très très compliqué. Moi, je me rappelle aussi la saison qu'on avait fait en Ligue 1, c'était aussi très très compliqué. On avait enchaîné beaucoup de matchs sans victoire et même beaucoup de défaites, quoi. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude, entre guillemets, de ce genre de situation-là. Là, c'est vrai qu'on est au fond du trou. C'est pas facile pour se relever. Mais Borby l'a dit, il reste beaucoup de matchs. Je pense que une petite série peut relancer, mais à force de dire oui, on attend, à force de repousser les échéances, c'est sûr que ce sera pas facile. Mais oui, après, au vu du mercato, au vu des joueurs quand même qu'il y a dans ce groupe-là, de cet effectif, il y a beaucoup de qualité dans cet effectif. Et je pense que voilà, cette qualité-là, faudrait qu'elle se monte sur le terrain, il faudrait que le coach Tavenot essaye de trouver justement cette recette-là pour faire fonctionner la machine, mais c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Au fait, Aymeric, puisque tu en parlais, il faut remonter à la saison 2007-2008 pour trouver le pire bilan, 1 victoire, 5 nuls et 16 défaites en 22 journées. Ce qui nous fait un total de 8 points à peu près. C'est un tout petit peu mieux, mais ce ne sera pas assez. Cette saison-là, évidemment, le FCMS a été terminé dernier au classement. On va regarder les motifs d'espoir. En tout cas, il y a une logique désormais pour Benoît Tavenot, c'est de s'inspirer de ce qui a pu être fait la saison dernière. On l'écoute. C'est la réalité. Maintenant, on a 2 options ce soir. On fait une Montpellier, l'année dernière, qui a quasiment plus pris de points. On s'inspire du Havre et puis on bataille jusqu'à la fin. Et moi, je vais faire en sorte qu'on bataille jusqu'à la fin. Donc, j'espère que je vais faire en sorte que ça soit qu'un accident ce soir. Donc, c'était pas le match, c'est sûr, c'était un match qui pouvait justement nous donner vraiment une petite dynamique et un peu confiance. On se retrouve encore dans le dur. Et il va falloir être encore plus solide. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Il va falloir être encore plus solide parce qu'il est interdit de terminer la saison à l'envers. Interdit. Bon, on fera pas une Montpellier, on va s'inspirer de ce qu'a fait le Havre l'année dernière, tout simplement. Mais ce soir, on s'est bien brûlé. Alors c'est un petit peu la question, faire comme le Havre ou Montpellier, qu'est-ce que ça veut dire ? Et pour cela, rendez-vous la saison dernière. On va regarder ça au niveau du classement. Lors de la 22e journée, le Havre et Montpellier étaient avant-dernier et dernier du championnat. Et puis le Havre a réalisé une série assez incroyable. Montpellier est resté dernier, mais le Havre a réussi à se sauver à la toute dernière journée, ce qui veut dire qu'il faut prendre des points. Et aussi sur ses poursuivants, on va regarder ce deuxième classement au niveau de la dynamique. Le Havre était bien au-dessus de ses concurrents avec 17 points pris, 5 victoires, 2 nuls et 5 défaites sur les derniers matchs. Il y a la possibilité évidemment d'avoir des contre-performances, mais il a fallu, ce que tu disais Stéphane, faire mieux que les autres et que les concurrents directs. Et ça, c'est ce que le FCMS n'arrive pas à faire cette saison. Oui, évidemment, à part la petite série de victoires, les 3 matchs, 3 victoires. Après, c'est beaucoup aussi dans les têtes. C'est des équipes, on prend l'exemple du Havre, qui n'a jamais renoncé, qui s'est battu, qui a commencé par avoir un petit peu de positif et a réussi à cultiver un petit peu ce positif au travers des résultats. Ça joue beaucoup dans les têtes, dans l'environnement aussi de l'équipe. Je pense que pour revenir aux Messins, il faut qu'ils se mettent dans leur bulle, qu'ils écoutent pas trop ce que se dit à l'extérieur, les médias, même les supporters. Il faut travailler, revenir aux fondamentaux. Il faut, et pour faire le parallèle un petit peu avec Montpellier, c'est une équipe qui a lâché dans les têtes. L'année dernière, TJ Savanier s'était fait un petit peu houspiller par ses propres supporters. Il y a eu beaucoup d'événements extrasportifs, donc il ne faut pas que ça vienne polluer Metz. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut rester focus, concentré, travailler. Et voilà, même s'il y a un déplacement extrêmement difficile à Paris, mais ensuite il y aura des équipes, je le répète, qui seront aussi à notre portée, comme Brest, comme Nantes. Et il faudra prendre des points, ça va être serré et puis se jouer sur aussi des détails, mais il ne faut surtout pas lâcher. On appelle ça un petit peu de la résilience, c'est le mot à la mode, mais simplement faire son boulot le mieux possible. Et puis, donc là, les cadres ont leur importance.
au niveau du vestiaire pour garder tout le monde concentré, que personne s'éparpille, parce que cette période de l'année aussi, c'est là où les joueurs peuvent jouer leurs cartes personnelles, se montrer pour partir. Les agents disent bon voilà, il y a un club qui vient te superviser et puis tu vas partir. Non, il faut vraiment un objectif clair et une force collective qui va des joueurs, en passant par le staff, jusqu'aux dirigeants. Et Le Havre, on sent ça, on sent une union sacrée. Il y a Digard, le coach, qui protège ses joueurs. Il y a Mathieu Bodmer, directeur sportif, qui également donne une feuille de route très claire, et un président, et tout le monde marche dans la même direction. Il n'y a pas d'interférence, et on voit que ça paye quand même avec un budget et des moyens qui sont limités et qui sont à peu près ceux du FC Metz, tout comme Angers, tout comme Lorient. Inférieurs à ceux du FC Metz, les moyens du Havre, donc c'est pour dire que c'est pas une excuse. Donc si eux peuvent arriver, pourquoi pas nous ? Puis tu as raison dans le sens où l'environnement autour, et c'est très très important. Je pense que après le match, j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Après le match, les supporters qui ont un peu tapé sur Gauthier. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est très très délicate. Et l'environnement autour et de tout ce qui peut se dire, c'est super important. Il faut faire super attention à ça. Essayer de garder vraiment le groupe. Je sais que c'est pas facile parce que c'est une saison compliquée, que ce soit pour les supporters, les joueurs, le club tout entier. Mais essayer de garder justement cette union-là pour pouvoir justement faire le Havre ou faire, comme tu as dit, TJ Savanier qui se faisait taper dessus, et puis Montpellier où ça a tout explosé, quoi. Donc essayer de rester tous en osmose et finir cette saison ensemble, que ce soit supporters, club, président, dirigeants, etc., joueurs, essayer d'avoir justement cette union-là pour pouvoir réussir à se maintenir. On parlait de dynamique, on va revenir sur celle de la saison dernière du Havre pour comprendre un petit peu mieux ce qu'il s'est passé, d'où venaient notamment ces 5 victoires. Et quand on regarde des victoires contre Auxerre 11e, Montpellier qui a terminé 18e, Nantes 13e ou encore Lens qui était 8e à ce moment-là, des matchs nuls, donc des grosses performances contre Monaco qui était 3e ou encore contre Saint-Etienne là qui était 17e. Les défaites, Marseille qui a fini 2e, Paris 1er, Lyon 7e, Nice 4e, Toulouse 10e. Déjà dans un premier temps, Arthur, il va être bon pour le FC Metz. On pourra regarder aussi le calendrier après pour comparer. C'est ce qu'a fait Le Havre. Ça va être bon de faire respecter certaines logiques, c'est-à-dire des concurrents directs, prendre les points là où il faut prendre les points. Et si tu les prends pas forcément face à, là on pense à Paris ou Lens qui arrive, c'est pas grave, mais quand même il va falloir être capable de faire un bon coup ou deux, comme ça a été le cas avec Monaco l'année dernière. Après, très honnêtement, quand tu vois le classement aujourd'hui, il y a grosso modo plus que 2 concurrents directs au FC Metz, si on part du postulat que la 15e place est hors d'atteinte en termes de points. On a quand même franchement l'impression que tous les ressorts ont été utilisés. Celui du changement d'entraîneur n'a pas fonctionné du tout, puisqu'on n'a pas gagné le moindre match depuis l'arrivée de Benoît Tavenot du côté du FC Metz. La situation de Gauthier aussi, elle est quand même franchement problématique. Alors, j'ai envie de faire une parenthèse sur ça, parce que il est statistiquement, Gauthier sur sa meilleure saison en Ligue 1 factuellement, même s'il y a les coups de pied arrêtés au niveau de ses passes, au niveau de ses buts. Forcément, pour lui, ça allait être compliqué, cette transition entre la Ligue 2 et la Ligue 1, même s'il avait déjà joué en Ligue 1 auparavant. Mais j'ai l'impression qu'il cristallise énormément de tensions, de frustration. Et le fait de lui avoir retiré ce brassard de capitaine, là aussi on a tenté un levier psychologique du côté de la direction du FC Metz. Mais est-ce qu'on a vraiment réfléchi avant de faire ça ? Est-ce qu'on a dit clairement pourquoi Si, l'explication logique, c'était de lui ôter cette pression. Mais d'une certaine manière, on l'a un petit peu tué en faisant ça, Gauthier. En témoignent ces dernières sorties où on sentait quand même une certaine nervosité, notamment contre Auxerre. Donc j'ai le sentiment que malheureusement, on a tenté tout ce qu'on avait tenté, mais que le club se dirige plus vers une Montpellier que vers une Le Havre. Je ne sais pas si le match d'Auxerre et la prestation de Gauthier a un lien avec le retrait du brassard, parce que moi, je l'ai senti au début assez impliqué, il demandait les ballons, il décrochait, de la bonne volonté. Il a perdu malheureusement ce ballon au milieu de terrain qui amène le premier but au Serrois. Ça lui a certainement mis, comme tout à chacun, un coup derrière la tête au niveau de la confiance. Après,
J'ai le sentiment qu'il essayait d'être disponible. Après, par rapport à sa qualité technique, c'est clairement un match qui n'est pas dans ses standards et il a perdu beaucoup de ballons, etc. Donc c'est un mauvais match de sa part et tout le monde le reconnaîtra. Je ne sais pas s'il y a ce lien. Après, tout tenter, quand tu as tout tenté et que tu es au pied du mur, comme avant le match de Lens, il faut travailler, revenir aux fondamentaux. Comme je le disais, tu ne peux pas espérer te maintenir quand tu prends 3 buts à domicile contre Auxerre. Il faut qu'on soit beaucoup plus hermétique, et c'était un des leitmotifs de Tavenot à son arrivée, et l'agressivité, l'engagement et de redevenir très hermétique au niveau défensif. C'est pas seulement la défense, c'est un équilibre d'équipe. Moi, je pense que évidemment les joueurs, et on a connu cette situation, sont en manque total de repères, de confiance. Ça se sent dans la technique, ça se sent dans les prises de balles, ça se sent dans l'animation, la volonté d'aller de l'avant. Voilà, on a vu une classe d'écart entre Auxerre, qui est mal classé, qui joue de son maintien, sa survie, et Metz. On n'aurait pas dit que Metz jouait aussi sa survie. Donc il faut absolument, quel que soit l'adversaire, revenir à gagner ses duels, se faire respecter, que ce soit dans les airs, au sol, communiquer, être très discipliné et rigoureux tactiquement. Et peut-être qu'on ne gagnera pas, mais on fera un petit match nul. Et ce match nul, on va essayer de prendre de la confiance pour ensuite transformer ça en victoire. C'est là que tu vois la différence entre un barragiste en puissance, si je puis dire, Auxerre, et le FC Metz. C'est une équipe qui a quand même beaucoup plus de certitude derrière Pélissier. Là, avec le changement d'entraîneur, certes, c'était pas bien folichon, il y avait quelque chose qui n'allait pas cette saison avec Stéphane Le Mignan, mais tu as peut-être gagné, encore que ça ne s'est pas vérifié sur ces derniers matchs, un petit peu plus d'agressivité, d'intention défensive, mais tu prends quand même toujours beaucoup de buts et tu as perdu le peu de certitude que tu avais dans le jeu, ce qui faisait en sorte que tu pouvais peut-être battre des adversaires. Cette équipe, elle a fait 2 pas en arrière, à mon sens, en changeant d'entraîneur. Et j'ai pas envie de descendre Benoît Tavenot parce que c'est une mission qui est pas évidente du tout d'arriver comme ça en cours de saison. Mais c'était peut-être pas le profil adéquat pour avoir un bon pied de service, sachant qu'il n'avait jamais entraîné de son propre chef, sans le coach hein, évidemment dans l'oreillette, parce qu'il avait entraîné le FC Metz à la suspension de Frédéric Antonetti pendant une dizaine de matchs. Mais il a jamais fait ce genre de mission en Ligue 1, Benoît Tavenot. C'est un job très compliqué. C'est pas pour rien qu'il y a très peu de coachs qui sont catalogués pompiers aujourd'hui. Et Arthur quand même obligé, après la défaite de Strasbourg, de changer quelque chose. C'est surtout celle de Montpellier qui a fait mal. Oui, et de Montpellier, mais tu étais obligé de changer quelque chose. Parce que tu sais, quand tes joueurs, et Yeni a connu ça, les résultats valident une méthode. Les résultats valident une philosophie de l'entraîneur. Quand tu n'as pas les résultats, sur le long terme, à un moment donné, tu as la confiance qui s'en va, pour toi, individuellement, en tant que joueur, tu as la confiance aussi vis-à-vis de ton coach. Parce que tu te dis, oui, il nous dit de repartir de derrière, de jouer, etc. Mais on perd. Les semaines s'enchaînent et on ne prend pas de points. À un moment donné, les joueurs, ils réclament aussi une méthode qui fonctionne. Donc le changement, pour moi, n'était pas déconnant. Après, le profil Tavenot, pompier de service, remettre de l'engagement aussi, c'est bien. Après, c'est vrai qu'il a vécu un début de saison avec Bastia catastrophique. 11 matchs, pas de victoire. C'est vrai qu'on est en droit de se demander si c'est l'homme de la situation, alors qu'il a échoué en Ligue 2. Est-ce que c'est l'homme de la situation en Ligue 1 ? Donc ça, c'est un autre débat. Mais remettre un petit peu d'engagement, oui, je pense que c'était nécessaire. Et là encore, on a des considérations économiques dans ce choix, parce que tout le staff de Stéphane Le Mignan est resté. Et on ne demande pas à ce que les gens soient limogés pour être limogés, loin de là. Mais un profil comme Boiré serait arrivé avec son staff, avec un salaire qui est en adéquation avec son passé en Ligue 1. Avec une crédibilité aussi, une légitimité. Je pense que les joueurs, quand il y a Camboiré, ils se disent « Ah ouais, il a entraîné le PSG, il a entraîné Nantes, il a fait des opérations maintien, c'est un mec à poigne, c'est quand même une forme d'aura, un quelque charisme. chose qui suscite l'adhésion. » Mais tu parlais d'un choix aussi économique, ce que je peux entendre et comprendre, mais après...
quelque part, on a ce qu'on mérite. Après, on a... tout à l'heure, je parlais d'analyse de la situation par rapport à des causes. Les causes produisent les mêmes effets. Les causes, c'est une intersaison catastrophique. Moi, j'avais un coach, Jean Fernandez, qui axait toute sa préparation sur les 3 premiers matchs. Il ne voulait pas entendre parler du 4e, d'objectifs, c'était les 3 premiers matchs, 9 points. Et il considérait, à juste titre, que ces 3 premiers matchs déterminent tout le début de la saison et t'emmènent jusqu'à Noël, à la trêve hivernale. Parce que quand tu négocies bien ces 3 premiers matchs, admettons tu as 7 points sur 9 ou 4 points sur 9, eh ben, ça te donne de la confiance, ça valide une préparation. Les joueurs sont soudés, se disent on va galérer, il n'y a pas de souci. Il y a des problèmes économiques, extrasportifs, ce qu'on veut, mais au moins on est dans les clous. On s'étalonne par rapport aux 3 premiers matchs, voir si on est compétitif par rapport aux adversaires. Moi, je suis persuadé que si on fait une bonne prépa, peut-être que Strasbourg, au lieu de perdre 1-0 à domicile, on gagne 1-0. Mais ça change tout le début de championnat, parce que ça crée de la confiance, ça crée du lien, ça valide un travail, le coach, et ça ruisselle sur l'ensemble du club. Sauf qu'on a fait n'importe quoi durant l'intersaison, il y a eu des recrues tardives, on s'est affaibli par rapport à la Ligue 2, on a fait les 9 premiers matchs, on a fait 2 nuls, et après tout le monde trouve ça étonnant, et on se casse la tête à se dire... L'animation, la tactique, on est à 4, on est à 3, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, on recrute en truc. Mais c'est fini, c'est terminé, ça va trop vite. En Ligue 1, tu as 2 points sur 27, la saison, elle est quasiment cuite. Et même au mercato d'hiver, on a aussi fait n'importe quoi, dans le sens où le FC Metz a vraiment tardé jusqu'au dernier moment pour annoncer ses recrues. Alors Bounassar s'entraînait depuis très longtemps au FC Metz. Yenny n'était pas prof de PS encore, pour revenir sur Passer ses diplômes. Et on a attendu la toute fin du mercato parce qu'on n'a pas voulu prendre de risques sur un joueur qui est là 6 mois sans qu'il n'y ait un quelconque départ. Donc, au bout d'un moment, si tu n'as pas envie de prendre de risques, comme le dit Stéphane, tu te retrouves là où tu mérites d'être. Et au calendrier, on revient un petit peu au présent, parce que c'est vrai que le début de saison était raté, et c'est maintenant qu'il va falloir agir. Yenny, quand on regarde, il fallait 34 points la saison dernière pour se maintenir sans passer par les barrages. Alors là, il reste des matchs assez compliqués. On voit notamment Paris-Brest-Lens, qui est un enchaînement pas évident, avec notamment 2 équipes qui sont dans le top 3. Après, derrière, il y a Nantes 17e, Marseille 4e, Paris FC 15e, Le Havre 13e, Monaco, puis l'OGC Nice. Aller choper 21 points là-dedans, ça semble mission impossible. Mission impossible, mission difficile. Après, on va reprendre l'exemple du Havre qui avait justement, face à ses concurrents directs, pris des points. Là, je vois Brest. Je pense que Brest, c'est quand même un adversaire, bon, ils sont au-dessus, mais qui peuvent être à la portée, et en plus à domicile. Il y a Toulouse aussi qui peut... Voilà. Il y a Nantes. Il y a Nantes, Paris FC qui va être très important. Un concurrent direct. Paris FC qui est un concurrent direct, le Havre à l'extérieur qui peut être aussi jouable. Donc je pense que ça peut être jouable. Je pense que ça peut être jouable si on prend les matchs du bon pied, si il y a un changement forcément au sein du groupe, s'il y a remise en question, si les joueurs et le staff se mettent en bloc et face bloc, pas comme contre le match d'Auxerre. Je pense qu'il y a toujours possibilité, sachant qu'on sait qu'Auxerre va forcément perdre des points, on sait que Nantes va forcément perdre des points. Donc pour moi, tout est encore jouable. Tout est encore jouable, c'est pas la fin. 4 points, comme j'ai dit, c'est beaucoup, mais c'est peu à la fois. Donc il suffit d'une bonne série, il suffit d'être solide, il suffit de gratter des points, même face à des adversaires comme le PSG ou Lens, où tu te dis que finalement tu pars perdant, mais qu'au final tu te dis que un petit point, il faut les jouer quand même, et un petit point, ça peut être aussi... Ça peut exister aussi, donc voilà, faut pas partir perdant tout de suite, faut faire les matchs, faut les jouer match après match, faut prendre match après match et voilà, aller de l'avant tout simplement. Le problème, c'est que pour être barragiste, il faut reprendre 5 points à Auxerre.
Bon, ça veut dire que dans les confrontations directes, en sachant qu'on ne rejouera plus au Cerf, donc notre destin n'est pas entre nos mains. Et les adversaires à notre portée, Yeni, tu as raison de comparer avec Le Havre, il faut absolument battre, et même pas faire match nul, contre les adversaires identifiés comme étant à notre portée. L'année dernière, il y avait eu le Stade de Reims qui était venu s'immiscer dans cette course alors qu'ils n'étaient pas dedans au début. Ils se sont un petit peu fait avoir sur la fin. Peut-être qu'on peut encore, selon vous, compter le Paris FC là-dedans. On peut regarder ces 2 victoires sur les 15 derniers matchs. Ça reste comme une équipe qui est un peu mal en point. Peut-être que c'est l'équipe aussi qui va lâcher des plumes dans cette fin de championnat. Très franchement, tout est possible. On a déjà vu des équipes s'écrouler. Après, Paris FC, ils ont un beau projet, ils ont une puissance, une surface financière importante. Médiatiquement aussi, ils existent maintenant. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à jouer le maintien ? Après, avec les joueurs, ils ont recruté du lourd quand même. Chiro Immobilier, c'est meilleur buteur de Serie A. C'est leur classement qui est immobile. Mais exactement, ils sont dus sur place. On va les jouer. Ça fait partie des matchs qu'il faut absolument gagner. Mais eux aussi, pour eux, c'est difficile. Il n'y a pas que pour le FC Metz que c'est difficile. Il n'y a pas que le FC Metz qui a des problèmes, entre guillemets, financiers. Mais c'est un championnat qui est relevé. Et c'est pour ça que tout peut aller très vite. Souvenez-vous, quand on avait 9 matchs sans victoire, on a gagné 3 fois. C'était 14e. On était propulsé 14e. Ça peut se reproduire. Maintenant, plus le temps avance et moins il y a de probabilité qu'on puisse monter au classement, évidemment. On a parlé du Paris FC et c'est vrai qu'il sera sur la route du FC Metz, mais pas que celui-ci. Il y a aussi l'autre club de la capitale, le Paris Saint-Germain. On va en parler tout de suite dans le journal de la Ligue 1. Et oui, parce qu'il va falloir tout de suite avancer, ou pas, parce que ce week-end, le déplacement du FC sera loin d'être évident sur la pelouse du Paris Saint-Germain. On va regarder très rapidement les statistiques, même si je pense que vous les connaissez déjà. Ils sont deuxième du championnat avec 51 points. Ça semble loin, très loin du FC Metz. 16 victoires, 3 nuls, 3 défaites. C'est 49 buts inscrits pour 19 encaissés. Ousmane Dembélé et Vitinha sont respectivement meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. Yeni, cette équipe du PSG qui reste sur une défaite en championnat contre Rennes, qui a eu du mal cette semaine en Ligue des Champions contre l'AS Monaco, c'est pas le Paris Saint-Germain de l'année dernière, ou en tout cas, il a plus cette aura si imposante. On a l'impression cette année, il y a peut-être un petit peu de suffisance, sans parler de chance pour le moment. Oui, un peu de suffisance, c'est sûr. C'est difficile de passer une saison où tu gagnes tout, où tu t'écrases tout sur ton chemin et puis l'année d'après faire la même chose. Tu peux pas faire mieux, donc tu es obligé de faire pire quasiment. Voilà, c'est exactement ça. Mais ça reste quand même le Paris Saint-Germain, ça reste des joueurs qui ont de très très grosses qualités. Et voilà, des matchs comme ça, c'est toujours beau à jouer. On les a reçus ici à domicile, on les a mis en difficulté. Pourquoi pas les mettre en difficulté aussi chez eux, sur leur terrain. On sait qu'en ce moment, ce n'est pas trop ça. Donc c'est faisable aussi. Donc faut que le FC Metz se mette en tête que c'est faisable, qu'il y a moyen de prendre des points. Surtout qu'ils seront concentrés aussi beaucoup sur la Champions League et le match retour face à Monaco, qui a été aussi un match assez compliqué pour eux. Mais voilà, on a toujours moyen de faire un résultat au Parc des Princes. Maintenant, faut se donner les moyens, faut se mettre les moyens et puis il faut y croire tout simplement. On va se poser la question tout de même, après la faillite collective, quel choix et quelle continuité peut-être pour Benoît Thavenot? On va revoir la composition d'équipe du week-end dernier et j'ai vu passer le message de Poirito dans le chat, il en a parlé. On va revenir évidemment sur les absences de cette semaine. Alors Jean-Philippe Bama est de retour, Gauthier est incertain, touché à une cheville. Boubacar Traoré et Jessie Deminguet sont sur le retour, il manquera notamment Benjamin Astorbouli ou encore Mongondo. Quel type de continuité on peut avoir là-dedans? Parce que c'est vrai, Stéphane, qu'on a beaucoup parlé de continuité cette saison. Là, ça va être compliqué. Il y a encore une fois des absents, on va avoir des retours. Et puis, en fait, cette faillite collective, elle est un petit peu difficile. Comment tu rebondis après ça? C'est très simple. Quand déjà tu as pas des bons résultats, c'est compliqué d'avoir une continuité. Parce que le coach, forcément, cherche la bonne solution, la bonne équation. Ceux qui n'ont pas joué, qui réclament du temps de jeu, alors que l'équipe des titulaires a perdu, ne comprennent pas non plus qu'on ne leur fasse pas de nouveau confiance. Donc c'est compliqué, c'est sûr. Il faut quand même une certaine forme de stabilité
dans le noyau dur de l'équipe, avec des joueurs d'expérience. Le retour de Gebama en fait partie. Après, c'est sur le terrain, il faut que les joueurs prouvent déjà à l'entraînement de l'envie, prouver aux coachs qu'ils sont capables de faire une bonne prestation, d'amener une plus-value et qui ne sont pas atteints psychologiquement. Donc ça, moi, le premier critère dans ce genre de situation, c'est l'aspect mental. Ils ont tous leurs qualités, leurs défauts. C'est, es-tu prêt à porter le maillot et à tout donner sur le terrain, que ce soit Paris, le Real Madrid, Brest, qui on veut. Est-ce que tu es prêt Je l'avais pas mis le Real dans le calendrier. J'ai pas vu passer, j'ai raté quelque chose. Peut-être un jour. Attends, il y a des matchs amicaux qui existent. mais prêt à revêtir le maillot pour se battre pour son coéquipier avec les valeurs qui font l'ADN du FC Metz. On est un club qui a toujours joué en se battant, en montrant des valeurs fortes, quelle que soit la situation. On a un club qui a joué souvent le maintien, mais il faut le montrer sur le terrain. Les joueurs cadres ont beaucoup d'importance justement pour protéger les joueurs un petit peu plus jeunes et plus vulnérables de tout l'environnement dont on parlait avec Yeni tout à l'heure, médiatique, etc. Se mettre dans notre bulle, opération commando, à commencer par Paris. Paris, on n'est clairement pas favori, bon, c'est clair, mais il y a quand même un enjeu dans ce match. Tout comme quand on les a reçus, de les faire douter, de marquer... pourquoi pas un but ou deux. Paris, ils ne sont pas non plus dans une forme olympique, même si ça reste Paris, on banalise un peu leur performance. Ils ont quand même gagné à Monaco, ils ont loupé un pénalty, ils peuvent en mettre 4 ou 5, ils ont battu Marseille 5-0. Ils ont eu des difficultés, c'est vrai, c'est le petit parallèle que je fais avec le FC Metz, parce que préparation tronquée, pour d'autres raisons que la les fatigue Grenats. qui joue à ce qu'on dit dans les commentaires. Ils ont fait une fausse préparation. C'est même pas un mois de vacances, je crois, même un peu moins pour les internationaux. Ils sont partis aux États-Unis faire leur Coupe du Monde des clubs. Beaucoup de blessés. Donc, le football, ça se respecte. Le football, il faut mettre tout un tas de choses en place pour recueillir les fruits. On ne peut pas pleurer de ne pas récupérer les fruits d'un travail ou d'une mise en place au niveau du club si on n'a pas fait le nécessaire avant. Alors là, c'est facile, on dit les joueurs, l'équipe et tout, mais même Paris, avec la puissance qu'ils ont, quand ils font une mauvaise préparation, ils ont des blessés, des joueurs absents, et la machine, tout ça s'embraye mal. Maintenant, ils ont récupéré leurs joueurs, ça reste Paris, ils ont les statistiques strictement inverses du FC Metz, c'est-à-dire 16 victoires, 3 nuls, 3 défaites, et nous, on a 16 défaites, 3 nuls, 3 ou 4... 3... Peu de choses près. Voilà. Pour le coup, le PSG, c'est pas de leur faute. La préparation tronquée, c'est justement à cause de ce que... c'est pas de leur faute, oui et non. Je dis pas que c'est de leur faute, mais... faute ou pas, c'est pas l'important. Elle a été tronquée. Ils ont eu du retard à l'allumage. Ils se sont posé des questions parce que justement ils ont loupé aussi cette préparation. Ce qui prouve bien que c'est important. On parle justement de joueurs cadres qui devront faire la différence. Il y a aussi d'autres joueurs. Alors il y a eu une interview chez nos confrères du Républicain au sujet de Giorgi Tsitaishvili. C'est vrai que ça a été une des recrues qui nous a fait peut-être une des meilleures impressions. Néanmoins, c'était un peu plus compliqué pour lui. Il avait marqué au match aller. On peut revenir très rapidement sur une citation où il parle notamment de l'avenir. Lui, son rêve, c'est pas particulièrement de jouer au Barça, mais dans une équipe qui me convient bien, où je me sens bien, gagner des trophées aussi. Avant de parler de la suite de sa carrière, il y a le présent. Yeni, c'est vrai qu'il est à un poste où on va devoir demander des statistiques. Pour le moment, c'est 2 buts et une passe décisive en 22 matchs. On attend aussi un peu plus de ce genre de joueur-là. Ouais, on attend plus. Après, c'est compliqué un petit peu pour lui parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. On peut le voir, il est généreux. Après, les statistiques, c'est vrai que si l'équipe ne marque pas, si l'équipe ne tourne pas bien, pour un joueur offensif, c'est difficile d'exister aussi. Il faut qu'il sorte son épingle du jeu, ça c'est une certitude. Mais moi, les efforts, je les vois. Personnellement, je les vois. Je vois qu'il se donne, je vois qu'il a envie aussi de montrer qu'il peut jouer à ce niveau-là. Donc je pense que ça viendra, j'espère que ça viendra très rapidement, mais c'est un joueur qui a des qualités et puis qui le prouve, je pense, avec l'enchaînement aussi des matchs, qui prend aussi en puissance et qui prend aussi en importance au sein de l'effectif. Maintenant, oui, on demande des stats pour un joueur offensif, il a besoin de stats encore pour avoir plus cette confiance-là. C'est un jeune joueur, il va progresser et puis je pense que d'ici la fin de saison, il va quand même aider le FC Metz à atteindre ses objectifs.
Au-delà de ça, quand tu es créateur, vous me direz, messieurs, peut-être toi aussi Arthur, qui sait, peut-être que tu es créateur de temps en temps dans le jeu. Quand tu es un joueur créateur, c'est important aussi de ne pas succomber à la frustration. On en parlait avec Gauthier notamment. C'est vrai que là, on l'a vu peut-être un peu face à Auxerre aussi, vouloir faire des rushs solitaires sur la fin de match parce que ça ne marche pas, ça ne prend pas. Il faut faire attention à ce genre de données aussi quand on est joueur. Ouais, pour moi, il faut faire attention, mais après, je pense que ce que j'aime bien, c'est qu'il prend ses responsabilités. Donc en prenant ses responsabilités, oui, certes, il en fait un petit peu trop, mais au moins, il montre qu'il veut aller de l'avant, qu'il n'a pas peur. Et ça, ce genre de joueur-là, on a besoin, ce genre de caractère-là. Aujourd'hui, devant, on en a besoin. Il y a un Habib Diallo qui attend aussi les ballons, mais qui doit encore montrer plus et qui peut montrer plus. Gauthier, on en a parlé, il peut montrer plus. Niveau statistique, c'est aussi intéressant, mais voilà, on a besoin d'un Gauthier aussi à 100% dans sa tête et dans les pieds. Un joueur comme Tchichaishvili, c'est un joueur qui veut montrer, qui veut aussi prouver qu'il est capable de faire et d'avoir ce genre de stats-là. Maintenant, je pense qu'il faut le pousser à continuer, rectifier aussi toutes ces petites ces rushs solitaires où il peut aussi des fois de temps en temps jouer un petit peu simple. Mais voilà, il va l'apprendre, je pense. Aujourd'hui, il est dans un collectif qui est pas facile, un club où on joue le maintien, c'est très difficile de pouvoir s'exprimer quand on est un joueur offensif dans un club qui joue le maintien. Mais voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, il faut qu'il les montre. Il a un petit côté intermittent du spectacle quand même. C'est vrai qu'on le voit sur des matchs de gala, je pense à ce match du PSG où il a vraiment été extraordinaire. Et dans des matchs plus, face à des adversaires de calibre un peu plus faible, on le voit un peu moins. Donc, il est pourtant généreux. Il a pas mal joué sur un poste de piston gauche en début de saison. Peut-être qu'on le reverra à ce poste-là au Parc des Princes si Benoît Thavenot fait le choix d'une défense à 3, voire à 5, c'est selon les séquences d'animation, ou à 11 derrière, sait-on jamais. Mais c'est vrai qu'on en attend un petit peu plus. Alors, sans pour autant que évidemment, le jeu du FC Metz ne doit pas reposer uniquement sur Tchichaishvili, c'est un ensemble de facteurs. Mais on aimerait le voir un peu plus présent dans la zone de vérité. Après, c'est un joueur qui est très intéressant, qui a montré de belles choses. J'ai été un peu sceptique en début de saison parce qu'il ne connaissait pas la Ligue 1. C'est dur de s'adapter dans un championnat qui est très athlétique, très physique, surtout dans un poste de couloir offensif, tant c'est quelque chose, Yeni, où en face, tu as des joueurs très véloces, très rapides. Et il a montré de belles choses, le but à Brest, où il résiste au retour de Lala, notamment. Le but contre Paris, il est capable de belles choses. Maintenant, il doit gagner en constance. Il doit être encore plus décisif, mais c'est le genre de joueur qui dépend des autres. Et Yeni l'a très bien résumé. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout faire tout seul. Quand tu passes beaucoup de temps à défendre, quand tu passes beaucoup de temps dans ta moitié de terrain, il reste 50 mètres, 60 mètres à faire avec des rushs solitaires. Donc c'est clair qu'il faudrait plus de jeux combinés avec Gauthier notamment. C'est pour ça que je disais que Gauthier, dans ce rôle en 4-1-4-1, à droite, est très isolé, il a moins d'influence sur le jeu, donc il faut qu'il aille se connecter un peu à des joueurs comme Tchichaishvili pour créer des différences et pour être le plus souvent possible aux abords de la surface où ses qualités vont être mises en valeur, parce qu'il a un bon pied, il a un bon coup de rein, techniquement il est bon. Il a une grosse envie, un gros état d'esprit, c'est un joueur qui en veut, mais c'est clair qu'il faudrait le même, si possible en mieux même, mais à droite avec Gauthier et Habib, c'est pas un joueur de jeu combiné, c'est pas un joueur qui décroche, qui va jouer 1-2, c'est un joueur dans la surface de réparation et puis qui attend les ballons et en cela, Tchichaishvili est un pourvoyeur de ballons pour la mettre au fond, mais dans une équipe qui défend beaucoup, qui subit un peu, c'est pas évident. Seulement le FC, c'est un joueur capable de contre-attaquer, de jouer sur un côté, à droite notamment, qui connaît peut-être un petit peu la Ligue 1. Je sais pas, peut-être qu'on peut avoir quelqu'un. Moi je sais pas. Tu penses à Yeni Mbakoto, c'est ça? Il a joué avec Yeni Mbakoto, par exemple. Je sais pas, il y en a plein d'autres, mais peut-être que, c'est vrai, on pourrait peut-être voir Bounassar. Non, mais il a pas signé au FC Metz. Il n'était pas du tout sur le banc. Benoît Thavenot. Moi j'étais au match, je l'ai vu
vu s'échauffer. T'es Il sûr avait l'air c'était- bien en jambes. C'était pas un sosie Mais c'est vrai que ou un homonyme. on parlait de continuité, on parlait aussi d'apport de jeunes. Là, c'est vrai qu'on a un joueur qui a un petit peu tout, c'est-à-dire il a l'expérience, il a encore les jambes, il est technique, il peut amener. C'est un joueur qui est polyvalent, qui a un bon état d'esprit, et c'est vrai. Alors. Benoît Thavenot a certainement de bonnes raisons de ne pas le faire rentrer. Peut-être qu'il sent qu'il est encore un petit peu juste. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une petite question peut-être de timing aussi à prendre en compte. Quand tu veux lancer un joueur comme ça, le mieux c'est peut-être de le lancer à Saint-Symphorien pour lui donner, tu vois, un petit truc en plus. Là, de l'envoyer au Parc des Princes en ayant une petite pression de on a besoin de résultats parce que pour le moment le reste ça suit pas. Aymeric, après un moment donné, il ne faut pas trop réfléchir. Ça va trop vite. Trop. On est mi-février. Si tu attends aussi le mois d'août, à un moment donné, il faut le lancer, que ce soit au parc, pas au parc. Il peut amener aussi son expérience, son côté un petit peu grand frère du vestiaire, dans l'approche du match, dans le vestiaire et également sur le terrain. Et puis, ça peut donner de bonnes sensations pour lui. Parce que rien ne remplace la compétition. Là, il s'entraîne depuis 3 mois. Maintenant, il faut qu'il rentre dans le grand bain, ne serait-ce qu'une demi-heure ou une mi-temps ou même titulaire. Et peut-être si le match n'est pas parfait, mais au moins ça lui fait un match dans les jambes en vue de la réception de Brest derrière. Si seulement il y avait eu un match de Coupe de France début janvier pendant la CAN. Peut-être. Puis c'est un joueur qui a quand même de l'expérience, qui a quand même fait des grands stades, qui connaît justement cette petite pression-là. Ouais. Donc forcément, je ne pense pas qu'un match contre le Paris Saint-Germain lui fasse peur. Justement, je pense que c'est une motivation supplémentaire pour pouvoir se lancer dans le bain et puis... les grands joueurs, les grands matchs. Exactement. Puis, Et tu parlais de grands matchs, on aura ce week-end. On va regarder rapidement le programme avant de passer à la dernière partie de cette émission. On commencera avec un Brest-Marseille ce vendredi soir. Samedi, beau programme. Lens-Monaco, Toulouse-Paris FC et Paris Saint-Germain FC Metz. Dimanche, un coup d'œil tout de même sur Auxerre-Rennes, Angers-Lille, Nantes-Le Havre, Nice-Lorient ou encore Strasbourg-Lyon. On va nous garder les quelques minutes qui restent, messieurs, pour passer à la dernière partie. Il ne va pas être question de Ligue 1 ni de Ligue 2. Vous allez très vite comprendre, c'est le temps additionnel. Oui, Ligue 1, Ligue 2, mais aussi Ligue 3 désormais. C'était déjà, on va dire, en prévision. C'est désormais officiel. La Ligue 3 fera son apparition la saison prochaine. Budget de 11 millions d'euros pour la 3e division française qui aura cette envie de se professionnaliser un petit peu plus. Très rapidement, je vais vous résumer ce qui a été dit par le président de la Fédération française de football. 18 clubs, 34 journées en phase aller-retour, 2 montées directes en Ligue 2, une montée possible via des barrages d'accession. Donc c'est comme en Ligue 2, voire... avec le 3e, 4e, 5e et 6e. Il y aura des playoffs avant tout. 3 descentes pour la Nationale 2. Toujours en attente d'un diffuseur. Jusque-là, rien de choquant. Stéphane, on n'est pas surpris de voir que la Nationale devient la Ligue 3. C'était une suite un petit peu logique. C'est dans les tuyaux depuis un petit bout de temps. C'est une volonté de professionnaliser le championnat national, un petit peu comme modèle le championnat anglais ou allemand. Après, sportivement, ça ne change pas grand-chose. C'est plus au niveau organisationnel, au niveau structurel, au niveau des clubs. C'est les statuts qui changent. Les statuts, ce qui engendre aussi les statuts des joueurs. Ils vont devenir pros. Alors après, c'est bien beau de professionnaliser, mais il faut le financer. On a déjà du mal en Ligue 1, en Ligue 2, avec la perte des droits télé, avec des clubs qui sont en grande difficulté financière, avec des clubs qui sont obligés de vendre des joueurs dans les championnats majeurs étrangers. Donc après, il faut aussi que ce soit cohérent au niveau de la Ligue 3. Et pour ça, il faut une Ligue 1 forte, avec des droits télé pour que ça puisse ruisseler aux étages inférieurs. Il ne s'agit pas de faire une Ligue 3 pour faire une Ligue 3 et qu'ensuite les clubs soient en difficulté. Il faut que ce soit une plus-value, que ça apporte des droits ou télé ou une manne financière pour les clubs. Il y a une spécificité quand même, on va passer du sport à l'anglais. La Ligue 3 et l'IFAB, l'International Football Association Board, oui, j'ai bossé un petit peu mon accent, et collabore afin de... attends, regarde, j'ai pris l'exemple, j'ai oublié peut-être 2-3 trucs. Ils vont collaborer afin de tester des règles pour favoriser le spectacle. On parle notamment d'un laboratoire pour l'arbitrage, tester notamment les innovations contre les pertes de temps ou la possibilité d'exclusion temporaire. Yenny, le fait d'utiliser ça comme un laboratoire, est-ce que c'est pas un petit peu le petit hic dans tout ça, de se dire que la National 3 va servir de test? Ouais, test.
toujours pris pour des cobayes, quoi. Donc non, après, ouais, c'est bien parce que, dans un sens, parce que voilà, c'est une nouvelle ligue, c'est quelque chose qui est très nouveau. Et comme l'a dit Borby, ça va être professionnel. Donc forcément, il y aura des bonnes choses, mais il y aura aussi des moins bonnes choses. Donc ouais, forcément, il faudra faire beaucoup de tests, faudra voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que ça paraît très compliqué au vu de la structure de certains clubs. On a vu notamment Thionville, où va jouer Thionville, dans quelles normes tout ça va être. Il y a déjà des normes pour avoir connu la montée nationale, R1, National 3, National 2. Tu passes en niveau national, tu as déjà beaucoup un cahier des charges très important en termes d'accueil des équipes adverses. Je sais qu'à Thionville, on a dû faire un parking intérieur dans le stade pour l'accès du bus de l'équipe qui visite. Au niveau de l'éclairage, c'est beaucoup de moyens investis. C'est des sommes énormes au niveau des vestiaires également, l'accueil des arbitres, la salle antidopage, une salle pour les médecins. On ne s'imagine pas, mais ce sont de lourds investissements au niveau de la mairie, au niveau du club, rien que nous, pour faire monter le... Déjà, ils préparent déjà les lumières pour l'année prochaine, si on arrive à monter. Vous savez que vous montez déjà ? C'est l'objectif. Ils ont dit qu'ils préparaient les lumières, attention. Voilà, on prépare déjà très rapidement. Et Sedan, vous avez un stade on a un stade déjà. taillé pour la Ligue 1. C'est un stade qui est magnifique. Donc il faut des petits ajustements. Thionville, tu pars de loin. Depuis les années 80, je crois, il n'y avait pas eu de lourds investissements. Mais là, National 2... ils ont dû faire beaucoup d'efforts et Ligue 3 encore plus. Très rapidement, Arthur, c'est vrai qu'on aurait envie d'ici en Moselle d'avoir Thionville qui sera un petit peu dans l'histoire, de participer à cette première saison de Ligue 3. En tout cas, c'est la saison pour monter, ils sont bien partis pour. Et cette Ligue 3, c'est une opportunité aussi pour les clubs de vraiment se professionnaliser. On sait que les joueurs de National, aujourd'hui, ils touchent des salaires qui leur permettent de ne faire que du football. De toute façon, ils sont obligés avec le volume d'entraînement par jour déjà et par en semaine. National 2, c'est le cas même pour déjà en N2. la plupart d'entre eux. Donc c'est une suite logique. Et après, ça va être le job de la Ligue de sécuriser ces clubs-là. En tout cas, moi, je monte dans le train Ligue 3. Puis j'espère qu'il y aura peut-être des prêts de joueurs du FCMS. Et c'est bien, avant tout aussi pour les joueurs, en termes de statut, pour ceux qui auront le statut pro, c'est bien pour les joueurs parce que ça leur amène une sécurité pour l'avenir et leur carrière. On arrive à la fin de cette émission. Avant ça, Nathan, il me semblait que tu avais peut-être une dernière question, notamment au sujet de Thionville et la Ligue 3. Et oui, Thionville, c'est plutôt bien parti. Première défaite à domicile le 7 février dernier. C'est seulement la deuxième défaite de la saison. Sinon, c'est 10 points d'avance sur le deuxième. Goal average de plus 18. On peut dire que c'est bien parti. En fait, on se demandait, la tribune Stéphane Borbiconi, est-ce qu'elle est toujours en projet ? Stéphane, ça raconte quoi ? Non, parce qu'on sait jamais pour la Ligue 3. Ouais, je crois qu'il... pas, Comment ? Tu voudrais pas une tribune Stéphane Borbiconi ? Une tribune ? Non, ça voudrait dire que je suis pas loin de la fin. Voire déjà passé. Non, ça je... T'es encore loin de la fin. Ouais. Par contre, malheureusement, nous, on est très proche de la fin de cette émission. Et ça, il y a donc peut-être une tribune Graulimac, va savoir, vu qu'on est proche de la fin. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. On sera évidemment concentré sur ce qui se dira sur la Ligue 3. Il y aura encore d'autres informations en juin prochain. Le match de ce week-end du FCMS qu'on débriefera dès ce lundi. Et bien, d'ici là, à très vite sur Moselle TV. Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc.